Monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à l'Institut français de Hanoï pour cette conférence « L'évolution des médias et du métier de journalisme » de Madame Christine Ockrent, que nous avons l'honneur et l'immense privilège de recevoir ce soir. Alors, première femme à présenter le journal télévisé sur Antenne 2 en 1981, Christine Ockrent est devenue rapidement une figure majeure du paysage médiatique français et aussi une pionnière de la féminisation dans ce milieu. Son professionnalisme, son courage, sa détermination lui ont permis d'occuper des postes de premier plan dans différents médias français, à la télévision sur TF1, à la radio sur RTL, et aussi dans la presse écrite, par exemple, dans le quotidien, dans l'hebdomadaire papier, l'Express. Elle a aussi une dimension internationale, puisqu'elle a dirigé l'audiovisuel extérieur de la France, et elle a notamment été directrice générale de France 24 ou directrice générale déléguée de RFI, Radio France Internationale. Alors, dans ce monde, dans le monde dans lequel nous vivons, le monde hyper connecté, dans ce monde où règne la tyrannie du temps présent, dans ce monde où les fausses nouvelles se multiplient et se répandent parfois plus vite que les vraies nouvelles, le journalisme a dû évoluer pour essayer de continuer sa mission d'offrir au public une information de qualité. Alors, c'est de cette évolution dont est venue nous parler cette figure d'exception du paysage médiatique français, reconnue comme un des plus grands journalistes français de son temps. J'ai nommé Madame Christine Ockrent. À ses côtés, nous recevons Madame Chang Yok-bik, qui est journaliste de la télévision du Vietnam et qui assurera l'animation de cette conférence. Je tiens à remercier évidemment notre intervenante, l'animatrice et bien sûr vous, cher public. Bonne conférence. Merci à l'Institut français pour son invitation. Merci à l'ambassadeur de France et à son épouse pour leur présence. Merci à vous de vous prêter à cet exercice et vraiment mille pardons pour cet horaire un peu particulier dû à quelques problèmes d'avion et de passeport qui n'étaient pas tout à fait prévus. Mais je suis ravie, bien évidemment, de tenter de répondre à vos questions. Comme l'a dit M. Labrande, vous et moi, nous avons la chance de participer à cette mutation constante de nos métiers, cette mutation constante des médias, sous la pression, sinon sous la domination d'une technologie galopante, puisque cette mutation s'effectue à un rythme, au fond, que personne ne contrôle, et qui rend tous les métiers des médias, tous les modèles économiques des médias, la façon aussi dont les citoyens dans nos pays et dans ce système mondialisé peuvent ou non absorber de l'information, réagir à cette information et aussi devenir eux aussi des émetteurs d'informations. Donc il y a véritablement un champ très vaste à couvrir ce soir. Oui. Je crois que le... Oui. En fait, pour moi, quelqu'un qui travaille aussi dans le journalisme,
Et nous sommes très heureux, et je sais aussi parmi l'auditoire aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes de la presse écrite, de la radio et de la télévision. Et pour nous, c'est une grande chance, c'est un grand bonheur de vous recevoir aujourd'hui, d'occasion de faire connaissance avec vous. Une journaliste très connue, une grande figure de la presse française. Et surtout, pour nous, c'est rare qu'un journaliste comme vous, qui a des expériences dans la presse écrite, dans la radio et aussi dans la télévision. Vous avez beaucoup d'expériences professionnelles. Et on sait que vous travaillez, vous commencez le journalisme très tôt, c'est ça, c'est 1980, 81, voilà. Et vous avez dû traverser plusieurs bouleversements. Et jusqu'à maintenant, d'après vous, quels sont les plus grands changements, les grands enjeux du métier de journalisme jusqu'à maintenant? Moi, quand j'ai commencé bien avant les années 80, je ne vous dirai pas quand, parce que ce serait trop douloureux pour mon état civil, mais j'ai eu la chance d'apprendre ce métier, en fait, dans une chaîne de télévision américaine. J'ai appris à faire du reportage de télévision pour un magazine qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle 60 Minutes, et où j'ai passé quelques années à apprendre véritablement, à apprendre les balbutiements. Et à l'époque, on tournait en film et non pas en vidéo. Il n'y avait pas de satellite. Les films, il fallait les faire voyager, donc ça arrivait par avion avec d'énormes roues qu'il fallait apporter au laboratoire. Ensuite, on espérait que lorsque on développait le film, ça ne tourne pas au vert. Ensuite, on montait le film. Il y avait encore des systèmes avec des épingles sur lesquelles on accrochait les bouts de film. Enfin, je vous rassure, il y avait déjà l'électricité, mais c'était quand même une époque qui paraît aujourd'hui très éloignée. Et au fond, quand je suis rentrée en France, j'ai continué à faire de la télévision, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la presse écrite, mais j'ai vu cette accélération progressive. Mais si on considère par exemple uniquement les 5 dernières années, c'est tout à fait prodigieux de voir à quel point Facebook en particulier est devenu non seulement un mastodonte des réseaux sociaux, mais c'est devenu un média. C'est même devenu, et on l'a vérifié aux États-Unis pendant la dernière campagne présidentielle, c'est devenu le premier média. C'est-à-dire que c'est par Facebook que les gens s'informent prioritairement, et pas seulement les jeunes. Il y a toujours eu des phénomènes générationnels où on s'adapte, où on préfère telle ou telle technologie, et puis elle tombe très très vite en désuétude. On a cru à un moment donné que tout passerait par les cassettes. Il y a eu, en France en particulier, des choix de technologies qui étaient concurrentes d'autres. Donc on a dit, mais on est plus intelligent que tout le monde, donc nos choix, nous, vont s'imposer, puis malheureusement c'était pas toujours le cas, mais pour résumer, on voit aujourd'hui que les gens s'habituent à un mode de consommation des médias qui correspond aussi à leur mode de consommation tout court. C'est-à-dire que j'étais dans l'avion tout à l'heure, donc en passant par Ho Chi Minh Ville venant de Phnom Penh, et je voyais non seulement dans les aéroports, mais dans l'avion même. Tout le monde, les enfants sont avec les smartphones, dès que ça atterrit, ça téléphone. Il y a 5 ans, ce n'était pas le cas. Et donc là, encore une fois, on s'aperçoit que l'information en tant que matériau véhiculé sur des tuyaux ou dans les ondes est certes toujours fabriquée par des journalistes, mais aussi par des consommateurs émetteurs qui deviennent à leur tour des producteurs d'informations. Donc il y a aussi des glissements de vocabulaire. On sait que le Oxford Dictionary, qui continue de faire autorité en langue anglaise, a fait entrer
cette année dans son lexique un terme qui est effrayant, c'est le mot post-vérité, post-truth, et c'est un phénomène auquel tout le monde est confronté, pas seulement les journalistes. Ah. Je vais vous faire une traduction. En anglais? Français-vietnamien. Ah, parfait, très bien. D'accord, ben là, on va parler plus lentement. Enfin, non, par tranche plus courte. Par tranche plus courte. Voilà, très bien. Alors, on ne va pas tout recommencer. Nous risquerions de lasser nos amis francophones. Donc, juste pour résumer, en 5 ans, on voit que nous nous sommes tous habitués à utiliser des objets. Và chúng ta nhận thấy rằng là từ 5 năm nay chúng ta nhận thấy đã có sự thay đổi rất là nhiều và ngày càng người ta càng dùng nhiều các thiết bị di động để thông tin. Des objets qui nous permettent à la fois de consommer de l'information. Và đây là những cái vật mà cho phép chúng ta có thể tiêu thụ được thông tin, truyền thông tin, trao đổi thông tin. Ou du divertissement. Đó là các cái thiết bị giải trí, điện thoại di động, điện thoại thông minh. Mais aussi d'être émetteur de contenu. Và bản thân các thiết bị này cũng là những vật phát tin nữa. Et on voit l'extraordinaire succès d'une très jeune génération de ceux qu'on appelle les YouTube, ceux qui utilisent YouTube mais qui produisent des contenus spécifiques pour YouTube. Chúng ta nhận thấy có một thế hệ trẻ, những người không chỉ thụ hưởng và tiêu thụ các sản phẩm trên YouTube mà còn là những người sản xuất ra các sản phẩm nghe nhìn và đưa lên trên YouTube để chia sẻ với cộng đồng. Et cela nous ramène donc à la question centrale qui nous réunit ce soir, que devient le rôle du journaliste? Và như vậy chúng ta cũng sẽ quay trở lại câu hỏi của chị Bích, là như vậy trong bối cảnh công nghệ như vậy thì nhà báo sẽ có vai trò là gì? Oui, c'est vrai. En 5 ans, les journalistes rencontrent le plus grand obstacle, on peut dire, du jamais vu. C'est-à-dire les Facebookers ou les YouTube, les gens qui utilisent YouTube, ils peuvent produire eux-mêmes des informations. Même avec des portables comme ça, ils peuvent filmer, ils peuvent prendre des photos, et puis après ils produisent des informations. Ça, on peut dire que c'est plus jamais les journalistes sont concurrencés par ces gens. Donc voilà, quel est le rôle des journalistes? Alors on va parler très lentement pour permettre à notre ami de remonter. Il y a déjà quelqu'un. Ah, il y a déjà quelqu'un, très bien. Voilà. Donc dans ce contexte, quel est le rôle réel des journalistes, ou on peut dire autrement, comment les journalistes doivent se tenir doivent réagir pour bien se tenir, pour bien exister dans ce contexte, quoi. Oui, leur problème c'est de justifier leur rôle. La difficulté avec tous ces termes génériques, on dit les médias, les journalistes, évidemment, quand on prend un pays comme la France, on voit qu'il y a un spectre très large avec plusieurs médias et des médias de toutes sortes. Il y a des médias de qualité, il y a aussi des publications très médiocres, mais qui correspondent à des publics et qui trouvent donc un modèle économique et une raison d'être qui n'ont franchement rien à voir avec le journalisme. Donc, si l'on s'en tient aux médias dits de qualité, on voit que là aussi, les problématiques sont très différentes parce que le choc économique de cette mutation technologique a été beaucoup plus douloureux pour la presse écrite. Parce que la presse écrite, tout à coup, a dû transposer des contenus sur Internet et a beaucoup tâtonné pour trouver un modèle économique qui ne fasse pas fuir les annonceurs, puisque c'est malgré tout la publicité qui fait vivre l'ensemble du système, mais qui en même temps retiennent, et si possible, conquièrent des lecteurs.
Et alors, il y a eu plusieurs scénarios. Il y a eu, nous en parlions avec M. Labande en venant de l'aéroport, il y a eu ce moment au début d'Internet, qui remonte déjà à quoi, une vingtaine d'années, où on s'est dit, en tout cas les spécialistes se sont dit, ça va être merveilleux, c'est l'âge de l'utopie, tout le monde va parler à tout le monde dans la plus grande transparence, et ce sera donc un outil pour le bien de l'humanité. Bon, il faut constater qu'on n'en est pas là du tout, et que certes, cette exigence de transparence est plus grande aujourd'hui, et on le vérifie par exemple dans un pays comme la France en pleine campagne électorale pour les élections présidentielles, mais l'utopie a disparu complètement, et on s'aperçoit au contraire qu'Internet se prête aussi à toutes les déformations, à toutes les travestis, à toutes les fabrications, et on en est en fait à constater, et c'est le cas en Europe dans nos démocraties, parce que nous avons cette année des élections clés, il y a non seulement l'élection française mais l'élection allemande, on a vu à l'automne dernier l'élection américaine, et véritablement ce sont des laboratoires presque, si j'ose dire, non pas à ciel ouvert, mais à tuyaux ouverts, où on se dit, mais qu'est-ce qui est en train de passer et d'où est-ce que ça vient, et d'où vient cette pseudo-information, jusqu'où est-ce qu'on peut estimer que l'utilisation par le président des États-Unis actuel de Twitter est une déviation constante, une manière en fait de passer au-dessus des médias traditionnels et surtout au-dessus des journalistes qu'il a désignés il y a quelques semaines comme guillemets les ennemis du peuple américain, ce qui était quand même dans la bouche du président du pays du premier amendement véritablement un propos fracassant. Donc on est dans un paysage en constante mutation et où les rôles aussi sont en train de changer. C'est-à-dire que le président des États-Unis devient un émetteur, non pas d'informations, mais souvent de ce qu'une de ses conseillères a appelé des faits alternatifs, ce qui est un concept tout à fait bizarroïde, que personne ne sait très bien traduire, mais c'est ainsi qu'on a vu le président des États-Unis a inventé, il y a une quinzaine de jours, un attentat en Suède qui n'avait jamais eu lieu. Donc, tout cela pour dire, sans nous attarder excessivement sur cette campagne américaine et la manière dont elle a encore une fois révélé un usage tout à fait inédit de ces nouveaux outils, on est malgré tout à un moment où les différents protagonistes classiques, c'est-à-dire dans une période d'élection, la classe politique et la classe médiatique, eh bien tout le monde en fait tâtonne et les tensions sont beaucoup plus grandes qu'auparavant. On le vérifie en France par exemple, où le ton a beaucoup monté entre certains hommes politiques et les journalistes en général. Il y a aussi, de la part des opinions publiques, on l'a vu aux États-Unis, on le voit dans certains pays d'Europe, cette idée qu'au fond, les médias comme l'élite politique appartiennent à un même système et que tout cela... moi qui ai mon smartphone, je peux tout à fait préférer suivre les informations d'un média russe ou d'un média chinois ou d'un média australien, et au fond les habitudes, la géographie et même les critères de choix sont en plein bouleversement, et cela complique la vie de tout le monde. Et cela provoque aussi, je crois, cela crée des zones à risque
qu'on ne soupçonnait pas, encore une fois, à l'époque où l'on voyait Internet comme une utopie positive. C'est très intéressant ce que vous venez de dire, il y a plusieurs choses. Premièrement, donc, on pourrait comprendre que la presse écrite, qui est une sorte de média la plus, comment dire, supportée, subie ces mutations. Alors, donc c'est la qualité des informations, pour vous dire tout à l'heure, c'est la qualité des informations qui va garder l'audience. C'est ça parce que pour les Facebook, YouTube, les informations dans les réseaux sociaux ne sont pas encore vérifiées. Il y a tout, n'importe qui peut informer, peut donner des nouvelles sur l'Internet, par Facebook, YouTube, etc. Donc maintenant c'est la qualité des informations qui va garder l'auditeur, c'est ça? Oui, enfin c'est l'espoir, et c'est le seul espoir des médias de qualité. Mais il faut bien voir que il y a des fausses informations qui sont beaucoup plus divertissantes que les vraies. Il faut bien voir que tous les moyens de propagande, pour employer un terme générique, la propagande existe depuis les pharaons, depuis très très longtemps, mais les moyens contemporains de déformer les faits ou d'en inventer pour servir des intérêts politiques ou commerciaux ou idéologiques, ces moyens sont multiples. Et donc, les médias traditionnels ont pour seul recours la qualité de leur marque. C'est presque comme un produit alimentaire. On s'habitue à accorder plus de confiance à telle ou telle marque plutôt qu'à une autre. Et donc c'est ce coefficient de confiance qui peut être très très fragile, mais qui néanmoins continue de justifier le rôle du journaliste, disons traditionnel, adapté évidemment à ces nouveaux outils, mais qui permet, par exemple sur Twitter ou sur Facebook, d'aller à la racine de l'information. Donc si on se donne la peine de vérifier l'origine, d'où viennent ces quelques phrases qui m'annoncent tantôt des choses très triviales. Par exemple, je voyais en transit à l'aéroport sur CNN, et ils accordaient autant de place à un escalator à Hong Kong qui malheureusement tout à coup s'est mis dans l'autre sens, donc il y a eu 18 blessés. Et puis il y a eu aujourd'hui une avalanche au Japon. Donc tous ces événements-là se prêtent difficilement à la manipulation, mais si vous prenez l'accident de Hong Kong, qui est assez banal et fort heureusement n'a pas fait de victimes graves, mais aussitôt la fausse information consisterait à dire en 140 signes sur Twitter: Hong Kong, j'imite le style qu'on a vu à l'œuvre pendant la campagne américaine, Hong Kong, point d'interrogation, bizarre, 3 petits points, au moment où, quelques jours après Londres, point d'interrogation, et ainsi on fait planer cette idée que peut-être il y aurait une menace terroriste, etc., etc. Tout ça étant inexact. Et c'est à ce moment-là que la marque à laquelle vous accordez un taux de confiance élevé, à partir du moment où vous vous préoccupez de vérifier la racine, l'origine de l'information, la marque vous aide, vous est même indispensable, à mon avis, à vérifier l'information. Mais ça renverse la responsabilité aux consommateurs. Et donc cela, ça trouble beaucoup de gens qui disent: mais les médias, tous les journalistes sont des menteurs, les médias ça ne sert à rien, moi je m'informe tout seul et je choisis en général d'ailleurs sur Facebook ce que mes amis me recommandent. Et donc là, ce ne sont pas des critères ni de vagabondage, de curiosité, etc. Ce sont en général des critères qui fonctionnent de manière tribale, en silo,
C'est-à-dire que les gens ne s'informent plus qu'en fonction de leurs préjugés, déjà, ce qui déjà les intéresse, ou de ce qu'ils pensent déjà, donc ils n'iront pas chercher une opinion ou même une information contredisant la leur, et leurs copains non plus. Et donc ça c'est très dangereux pour la vie tout court, parce que ce qui est intéressant dans la vie, c'est quand même de discuter avec des gens avec qui on n'est pas toujours d'accord. Mais on voit aussi, comment dire, l'autre côté positif des formations sur les réseaux sociaux, parce que ça, c'est une source abondante pour les journalistes. Je crois que voir les lignes sur Facebook ou YouTube, on peut, comment dire, deviner et voir les tendances où l'audience s'intéresse. Je crois que ça, c'est une source très intéressante et on connaît bien l'intérêt de tel jour à l'autre, l'intérêt de l'audience. Tout à fait, c'est très juste. Et ces phénomènes d'audience rendent maintenant les annonceurs en particulier beaucoup plus prudents. Parce qu'ils se sont aperçus, mais depuis une semaine, c'est-à-dire que dès qu'on discute de ces sujets, on se dit, voilà, hier et avant-hier, Google a annoncé que s'étant rendu compte, ce qui est très dangereux pour les revenus de Google, que certains espaces sur Google sont vendus à des clients, à des marques de luxe par exemple, et tout à coup, les marques elles-mêmes ou les agences de publicité qui les ont placés, qui ont acheté à Google ces espaces, constatent qu'ils sont à côté de contenus qui n'ont évidemment rien à voir, mais qui sont violents, racistes, Daesh, ou de la propagande de toutes les idéologies complotistes, etc. Et donc c'est devenu un problème majeur, aussi bien pour Google que pour Facebook, parce qu'il y a un péril non seulement sur leur modèle business, parce qu'évidemment, si les annonceurs se retirent massivement en disant si vous ne pouvez pas me garantir l'hygiène, en quelque sorte, du tuyau, si c'est plein d'immondices, si c'est plein d'éléments à côté desquels je ne veux pas voir mon produit, ma marque installée, eh bien je me retire. Et donc on a vu tout à coup le patron de Facebook, Zuckerberg, qui a écrit un très long texte pour expliquer sa vision de la société, une vision dans laquelle bizarrement tout le monde passe tout son temps sur Facebook. C'était évidemment assez attendu de sa part, mais enfin un peu limité. Mais on voit aussi les patrons de Google proposer maintenant aux grands médias traditionnels une sorte de partenariat pour les aider à trier les contenus, en quelque sorte, qui sont sur leur tuyau. C'est un problème immense et qui, franchement, a surgi depuis 2 mois. Et donc, on voit que c'est non seulement un problème pour les médias traditionnels qui doivent continuer à imposer leurs critères de qualité, mais c'est aussi un problème pour ces énormes, enfin pour ces géants qui sont tous américains d'ailleurs et qui dominent le marché de façon telle qu'ils doivent aussi à leur tour trouver des remèdes. Et personne ne sait véritablement quoi faire. Récemment, il y a un rapport de Washington Post et New York Times sur le taux de publicité du marché de publicité numérique, alors que Facebook et Google représentent 5%, au moins 5% du marché des publicités numériques. Je pense que donc l'évolution numérique non seulement menace ou bien concurrence avec la presse, mais aussi ce taux de publicité qui augmente sur les réseaux sociaux, ça représente aussi une menace pour les modèles économiques de la presse. Parce que pour la plupart,
les rédactions vivent des publicités. C'est-à-dire que c'est sur les publicités grâce aux publicités que la presse écrite, les journaux, la radio ou bien la télévision peuvent exister. Donc est-ce que c'est le cas en France maintenant? Les budgets ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que tous les grands journaux se sont dit il faut aller sur Internet. Donc on va ouvrir des sites. Et puis il y a eu toutes sortes de modèles en concurrence. Il y a des journaux qui ont dit l'utopie Internet, tout est gratuit, donc je mets mon contenu sur Internet et je ne fais pas payer le consommateur, mais logiquement il y aura de la publicité qui me permettra de financer le système. Les journaux ont perdu pour la plupart énormément d'argent, se sont rendus compte que ce n'était pas un modèle économique viable parce que les tarifs des publicités sur Internet sont beaucoup plus bas que les tarifs sur les médias classiques, radio, télévision ou presse écrite. Ensuite, il y a eu des modèles mixtes. Le New York Times, par exemple, a dit « Bon, je laisse sur Internet une partie de mon contenu, mais je fais payer, je fais un mur, comme on dit dans le jargon, je fais payer mes plus belles signatures. » Ça n'a pas marché non plus, parce que il n'y a pas eu assez de gens pour considérer, quel que soit leur très grand talent, qu'il fallait payer nécessairement pour lire Tom Friedman une fois par semaine ou d'autres grandes signatures du New York Times. Et donc, en fait, aujourd'hui, et le fait que ce soit l'ancien patron de la BBC, donc télévision, radio, Mark Thompson, qui est devenu le patron du New York Times, pas le patron éditorial, mais le patron de la compagnie New York Times, ils ont aujourd'hui engrangé plus d'abonnés et presque autant de revenus sur Internet que sur le papier traditionnel. Le Financial Times a été le premier, qui appartient maintenant à une compagnie japonaise, à Nikkei. Le Financial Times a été le premier quotidien de qualité à conquérir plus d'abonnés sur Internet que de manière traditionnelle. Donc, et pourquoi? Parce que le Financial Times en particulier, parce que là le phénomène est encore plus net et ils ont beaucoup moins tâtonné, donc ils ont perdu beaucoup moins de terrain que le New York Times, qui a mis des années à trouver un système gagnant. Pourquoi est-ce que le Financial Times y est parvenu? C'est parce que c'est une très belle marque et qui s'adresse à des publics de niche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une rédaction, ou d'ailleurs plusieurs rédactions, de gens extrêmement pointus, qui ont une forte valeur ajoutée sur des secteurs entiers de l'économie ou de la finance, vous pouvez justifier de faire payer aux consommateurs qui sont qui sont des individus, mais la plupart du temps des sociétés qui ont besoin de ces informations, vous pouvez faire payer des abonnements très élevés. Et donc le FT, c'est vraiment l'exemple le plus intéressant, parce que pour en revenir à notre question centrale, comment est-ce que le journalisme reste un métier utile? Je crois que ça reste un métier utile quand il apporte une valeur ajoutée. Et que, encore une fois, avec le coefficient de confiance dont on parlait tout à l'heure, le rôle du journaliste consiste quand même, malgré tout, non pas seulement à nourrir l'espèce de pompe qui va de plus en plus vite et où une information chasse l'autre, une émotion chasse l'autre, une image chasse l'autre, parce que de plus en plus l'image l'emporte sur le mot. Et d'ailleurs, c'était une vraie leçon d'humilité. Déjà, il y a 30 ans, quand j'avais la responsabilité du 20h, il y avait toutes sortes d'études après, où on s'apercevait, j'avais beau essayer de trouver un vocabulaire clair, mais un tout petit peu enrichi, eh bien, en fait, les gens retiennent très très peu de choses d'un journal télévisé. Ils retiennent bien davantage
c'est une impression, c'est un média impressionniste, et a fortiori quand les images sont fortes, bouleversantes, etc. Mais donc, encore une fois, je crois que la valeur ajoutée du journaliste, pour généraliser, est bien ce qui, aux yeux du consommateur, peut différencier une information quand elle est mise dans un contexte, quand on rappelle éventuellement même 3 brins d'histoire, plutôt que d'avoir cette espèce de roue qui tourne de plus en plus vite, auquel nous sommes tous d'ailleurs d'une certaine manière conditionnés, parce que nous sommes tous, vous comme moi sûrement, de gros consommateurs d'informations, mais dans la façon dont il faut essayer de maintenir des modèles économiques préservant une certaine qualité, je crois que ça passe encore une fois par cette idée d'une valeur ajoutée qui justifie le rôle du journaliste. Oui, c'est vrai, cette valeur ajoutée, c'est que le journalisme doit se nourrir tous les jours pour que les gens viennent le chercher. Et heureusement que grâce à ça, que le métier trouve toujours sa place dans ces mutations. Oui, enfin le métier souffre énormément. Hein. Il y a, aux États-Unis en particulier, je crois qu'il y a 20 000 postes de journalistes en moins qu'il y a 2 ans. On peut d'ailleurs penser que la manière dont les grands journaux, comme les sondeurs et la plupart des experts, n'ont absolument pas vu venir la victoire de Donald Trump, c'est aussi parce que c'est perdu aux États-Unis depuis un certain temps déjà et avant Internet, toute la trame des journaux locaux. Il en reste peu, il y a eu de fortes concentrations de titres. Et donc il n'y avait plus, en quelque sorte, ces palpeurs du pays profond, qui est le pays, enfin qui dans 3 États en tout cas, avec un différentiel de voix très, très peu important, mais a quand même porté Donald Trump au pouvoir. Donc, mais c'est un phénomène de concentration qui est inévitable, c'est une forme de presse qui disparaît, et donc il faut imaginer qu'à partir du moment où le consommateur devient lui-même émetteur et qu'il envoie lui-même des informations, et notamment de ce qui peut se passer dans des petites villes ou à la campagne, etc., on arrive, en tâtonnant beaucoup, à avoir une forme de couverture, mais qui est très très différente de ce que l'on faisait avant. Même si aux États-Unis, il y a un phénomène qui n'existe pas en Europe, en tout cas à ce stade, et je ne crois pas non plus ici, qui est la puissance des radios. La radio, des radios d'ailleurs extraordinaires, enfin très idéologiques et très religieuses, qui jouent un rôle considérable dans la manière dont l'opinion publique est travaillée au corps aux États-Unis. Avec pour ce métier de journalisme, la première chose, c'est toujours de s'intéresser au public. Alors je vois dans le public, il y a plus de journalistes et je crois qu'ils voudraient poser des questions à vous. Mais avant de passer aux questions, est-ce que vous pouvez décrire un peu la situation en France, la presse maintenant en France, la presse écrite, la télé et un peu la radio? Mais, si vous voulez, la situation en France reste très diversifiée, c'est-à-dire qu'il y a véritablement un grand choix de médias, et donc tous ceux qui dénoncent l'uniformité, le politiquement correct, enfin toutes les critiques qui sont virulentes en ce moment, comme souvent d'ailleurs en période d'élection, mais singulièrement en ce moment, sont des critiques assez infondées parce que, au fond, chacun peut véritablement, en faisant un petit effort, trouver chaussure à son pied, comme on dit, et en fonction de ses préférences politiques ou de ses curiosités. On peut véritablement trouver dans les médias traditionnels, mais aussi, bien évidemment, dans les nouveaux médias et dans les sites, il y a pléthore de trucs. Et d'ailleurs, la grande difficulté, c'est le choix. Et c'est la grande difficulté, à mon avis, et c'est une question préoccupante pour les jeunes générations. Parce que j'ai passé
pratiquement une semaine, la semaine dernière, à Singapour, au lycée français de Singapour, qui est un magnifique et très grand lycée, et j'essaie de dire aux professeurs, qui sont évidemment tout à fait, d'abord ravis de travailler dans un si bel endroit, ce qui fait toujours plaisir à voir, surtout quand on vient de France, mais de dire, mais attendez, vos élèves, il faut leur apprendre à se servir d'Internet, à se servir des médias, parce qu'ils sont tous là avec tous leurs outils. Mais encore une fois, s'il n'y a pas cet apprentissage pour devenir... Ça fait aussi partie, me semble-t-il, dans nos sociétés aujourd'hui, d'une forme d'éducation civique. Il faut apprendre aussi à utiliser ces médias. Donc pour en revenir au climat en France, nous sommes à moins d'un mois maintenant du premier tour de l'élection présidentielle, donc la tension est vive et elle est particulièrement vive entre certains candidats et les médias, certains médias plus que d'autres. Mais si l'on se place du point de vue de l'honnête homme ou de l'honnête femme, pourquoi dire toujours l'honnête homme, l'honnête femme, quelqu'un qui cherche à s'informer, qui certes peut avoir ses humeurs, ses préoccupations, ses priorités, ses obsessions, ses détestations. On a vraiment l'embarras du choix. On peut vraiment consommer énormément d'informations. C'est ce que font les gens, en particulier, comme vous le savez. Bien sûr, la presse écrite en France a une tradition de politisation beaucoup plus nette que les radios et a fortiori les télévisions qui sont des outils de masse. Alors certains hommes politiques cherchent des procès à des chaînes d'information continue. Je trouve que ce sont des procès assez mal fondés parce que ces chaînes font ce qu'elles sont appelées à faire, c'est-à-dire de nourrir le flux d'infos, mais sans exercer le même filtre d'opinion, me semble-t-il, que des journaux de presse écrite. À partir de là, encore une fois, c'est un moment particulier dans notre pays, et c'est un moment très tendu, où, encore une fois, hommes politiques et journalistes échangent des noms d'oiseaux. Enfin, en tout cas, les relations sont tendues et plus violentes, me semble-t-il, qu'elles ne l'étaient lors des consultations précédentes. Et l'une des raisons, je crois, de cette violence verbale, fort heureusement, elle n'est pas d'une autre nature, mais verbalement elle existe, c'est aussi parce qu'il y a cette foultitude de sources. Et donc, si vous prenez un parti politique traditionnel ou un homme politique traditionnel qui fait de la politique depuis 35 ans, il est habitué, il connaît, dans un pays très centralisé comme la France, ou même quand il est élu de province, il a sa géographie journalistique. Il y a des journalistes qu'il connaît, avec qui il déjeune, il y en a qui n'aiment pas du tout, il y en a qu'il va volontiers privilégier en lui lâchant quelques informations entre guillemets, ou en espérant en tout cas que le journaliste relaie ce qu'il lui dit. Ça fonctionnait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Et tous les conseillers en communication, il y en a toujours eu. Il y en a certains qui ont eu d'ailleurs un rôle tout à fait marquant dans les années 80 en particulier. Mais là aussi, c'est fini. Parce que, encore une fois, la géographie est multiforme, multipolaire. Donc certes, il y a les médias classiques, mais ils sont à leur tour noyés dans un océan de sites, d'infos, etc., etc. Et là, les relais habituels, en France en tout cas, ne fonctionnent plus autant qu'avant. Merci beaucoup, Christine Ocran, pour des informations et vraiment très utiles. Ouais, on pourrait continuer pendant des heures. Ouais, c'est vrai, hein, on peut continuer pendant des heures sur ces questions. Mais je crois qu'il y a beaucoup de journalistes vietnamiens ici qui veulent poser des questions avec vous et on va réserver le temps aux questions.
Il y a même une petite fille. Trong khán phòng hôm nay có rất nhiều các nhà báo. Như mình nói lúc nãy, tức là một trong những cái nguyên tắc đầu tiên của báo chí là phải quan tâm tới độc giả và công chúng, đúng không ạ? Nên là có rất nhiều các nhà báo trong khán phòng của chúng ta ngày hôm nay, thì các anh chị có thể đặt các câu hỏi cho nhà báo Christian O'Krent. Câu hỏi đầu tiên ạ. Tôi là Mai Hoa, bên báo Hoạt động Mới ạ. Tôi có 2 câu hỏi dành cho nhà báo người Pháp nổi tiếng ạ. Thứ nhất là mạng xã hội như Facebook, Instagram ấy, thì với các tính năng hiện đại của nó, dễ sử dụng như là sức lan tỏa lớn, đang ngày càng tác động mạnh mẽ đến nghề làm báo. Là một nhà báo rất là nổi tiếng thì bà có thể chia sẻ là bà đã tận dụng những cái tính năng mạng xã hội như thế này, bà đã tận dụng các cái tính năng mạng xã hội như thế nào trong công việc của mình, và bà có thể chia sẻ một vài cái kinh nghiệm bà đã thực hiện tận dụng cái sức mạnh của mạng xã hội để làm cho nên những cái tác phẩm mà để lại dấu ấn á. Thứ hai là tôi muốn hỏi là cái áp lực thông tin từ cái sức lan tỏa rất là mạnh mẽ của mạng xã hội thì nó cũng dẫn đến cái tình trạng rất là dễ bị nhiễu loạn thông tin. Thế thì người làm báo phải tận dụng như thế nào, phải ứng xử như thế nào, và các cơ quan báo chí nên làm như nào để coi như là làm tốt cái chức năng của người làm báo trong cái việc định hướng dư luận, cũng như là để cho phản ánh đúng nhất cái bản chất sự thật, định hướng được dư luận mà không trước cái áp lực cái thông tin, các luồng thông tin nó quá lớn, dễ bị nhiễu như thế. Mình làm sao để mà để cái mạch thông tin chính thống, thông tin định hướng chính xác của mình nó đến được với độc giả, định hướng được cho độc giả và thuyết phục được độc giả. Xin cảm ơn bà. Cảm ơn bạn ạ. Oui, je crois que le principal danger ne vient pas tellement des réseaux sociaux eux-mêmes. Les réseaux sociaux, ce sont aussi des tuyaux. Donc, tout dépend des contenus de ces tuyaux. Dans les réseaux sociaux, mais aussi dans des médias plus traditionnels, je pense même à certaines chaînes de télévision de propagande qui existent, le contenu qui circule sur ces tuyaux, évidemment, doit être ou bien négligé, méprisé ou condamné par les médias, disons, de qualité qui continuent de faire leur travail. Je prends un exemple très simple. Quand le président des États-Unis annonce sur Twitter, il n'y a jamais une vraie phrase, il n'y a jamais un sujet, un verbe, un complément, c'est toujours 3 mots. Donc il annonce Sweden, bad. Bref, il annonce un attentat, évidemment commis selon ce qu'il laisse entendre, par un réfugié musulman. Bon, pour répondre précisément à votre question en essayant de prendre cet exemple, aussitôt les médias de qualité, les médias sérieux, se sont exclamés, ont vérifié, tout ça va très vite aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'attentat en Suède correspondant à la description et encore moins au calendrier indiqué par le président des États-Unis, à tel point qu'un ancien premier ministre suédois qui s'appelle Carl Bildt et qui est lui aussi très actif sur Twitter, mais de façon moins extravagante, a aussitôt réagi sur Twitter en disant « Mais qu'est-ce que Donald Trump a fumé ?» Alors, et les Suédois, qui ne manquent pas d'humour, ont aussitôt créé des sites internet, ça s'est fait dans la demi-heure, où ils se sont filmés eux-mêmes en train de dormir devant le feu de bois, en train de tricoter, en train de bercer un enfant, hein, et la légende c'était « Voilà ce qui se passe en Suède le jour où le président des États-Unis annonce qu'il y a un attentat ». Bon, c'est un exemple caricatural, mais il a 2 mérites.
un, il est exact, et deux, il est tout frais. Pour répondre à votre question sur la responsabilité des réseaux sociaux eux-mêmes, cela renvoie à cet appel au secours, enfin, l'expression est trop forte, mais le fait, encore une fois, que Facebook et Google demandent aux médias traditionnels une sorte d'alliance en disant, en reconnaissant d'une certaine manière qu'eux ne sont pas capables de faire le tri de ce qu'ils avalent dans leur système. Alors on a envie de leur dire, mais ce n'est quand même pas aux journalistes et aux médias traditionnels de faire le travail que eux devraient faire. À cela ils répondent, oui, mais nous ne sommes pas équipés pour cela, et donc aidez-nous. Et c'est une question qui dans nos pays est très difficile. L'Allemagne, la semaine dernière, non, il y a 10 jours, a fait voter au Parlement une série de mesures qui limitent considérablement en fait la liberté de ce que l'on peut mettre sur les réseaux sociaux. Et c'est très intéressant parce que d'un pays européen à l'autre, les règles décidées par le Parlement allemand, ça crée évidemment toute une polémique en Allemagne, mais je peux vous assurer qu'en France, ces règles créeraient véritablement un vrai débat. On considérait, et c'est toute la frontière qui est tellement difficile, que de telles règles seraient contraires à la liberté d'expression. Et c'est ça, encore une fois, qui est très difficile. Donc je crois que la responsabilité du journaliste, d'ailleurs, d'abord, il y a très peu de journalistes qui travaillent seuls. En général, on travaille dans des rédactions. Donc une rédaction est organisée, en principe, pour agglomérer les compétences dans des secteurs différents et complémentaires. Donc je crois que cette haut-rédaction, quand elle repère quelque chose sur Instagram ou sur Facebook ou sur Twitter, mais Twitter est encore autre chose, parce que sur Twitter, vous vous abonnez, c'est mon cas, à un certain nombre de grands journaux du monde entier, et donc vous avez en fait sur Twitter, et c'est pour un journaliste, en fait c'est un outil pour journalistes, Twitter, parce que vous avez sur Twitter, de façon instantanée, les infos telles qu'elles sont publiées par de grands médias auxquels on peut accorder leur confiance. Je crois qu'il y a la deuxième partie de la question, c'est que soumis à la pression augmentante des informations sur les réseaux sociaux, alors les journalistes, comment doivent-ils faire pour séduire le public avec des informations, avec ces informations vérifiées? Il faut toujours essayer de séduire le public. Mais encore une fois, tout dépend de la nature même des médias. Il y a sur Instagram ou sur tel ou tel site internet, vous pouvez indéfiniment regarder des petits chats qui jouent avec un ballon. Quand on voit le nombre de gens qui regardent des petits chats jouant avec un ballon, on se dit qu'il y a véritablement, comment dire, des gens qui passent beaucoup de temps à regarder quelque chose dont on ne peut même pas dire que ce soit vraiment drôle. Donc, toutes les images qui passent sur ces réseaux sociaux ne sont pas nécessairement des informations. On ne peut pas dire le fait que le petit chat préfère la balle rose à la balle bleue, c'est pas une information. Néanmoins, quand il y a une information, elle vient souvent sur les réseaux sociaux de la part d'un consommateur ou d'un utilisateur de ces réseaux sociaux et qui lui voit quelque chose qui se passe devant lui, filme avec son iPhone ou avec son smartphone ou n'importe quoi, et balance. Et ça, on a vu tantôt des cas où on se dit c'est vraiment utile parce que il n'y avait pas d'équipe professionnelle à cet endroit, etc. Et donc, c'est un témoignage et c'est une image, mais il faut d'abord vérifier.
Ou alors, on a vu aussi des images fabriquées, des images tronquées. Il y a eu le fameux scandale de Facebook refusant, et Dieu sait si c'est une image qui renvoie aux souffrances ici au Vietnam, la fameuse photo de cette petite fille brûlée au napalm. Et alors, parce qu'il y a un critère certes utile contre la pédophilie, alors tout à coup on n'avait plus accès à cette image. Donc ça prouve encore une fois, dans cette espèce de précipitation et d'accélération de tous ces outils nouveaux, les tâtonnements, parce qu'on ne sait pas, donc ça fait un scandale, donc Facebook a dit oh là là, pardon. Non, d'abord ils ont dit ah mais si, on a raison, parce qu'on respecte la règle. On a dit mais attendez, vous n'êtes pas les censeurs de la mémoire du monde. Et donc là, encore une fois, je crois que c'est un travail incessant et on ne peut pas considérer aujourd'hui qu'il y a un jeu de règles claires. Et c'est bien ce qui rend, encore une fois, cette question de la responsabilité, aussi bien du journaliste que du consommateur. Ça en fait la question clé, à mon avis. De la déontologie, on peut dire. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Trước tiên là xin cảm ơn diễn giả đã có mặt ở đây ngày hôm nay để chia sẻ những cái thông tin rất là thú vị với chúng tôi, những khán giả, những sinh viên, những nhà báo Việt Nam về sự tiến triển của phương tiện thông tin đại chúng. Tôi cũng được biết về sự một chút trục trặc của bà về vấn đề visa. Chính vì vậy nên là rất là cảm ơn bà dù với những trục trặc đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Liên quan đến sự thay đổi chung của các phương tiện truyền thông và cái cuộc cách mạng mang tên mạng xã hội, thì có một điều tôi muốn hỏi bà, đó là văn hóa truyền thông bây giờ đã thay đổi như thế nào so với văn hóa truyền thông trước đây, từ sự thay đổi của phương tiện thông tin đại chúng và cuộc cách mạng của mạng xã hội, và có những vấn đề gì đặt ra từ cái sự thay đổi văn hóa truyền thông như vậy, có thể là trên thế giới hoặc là ở Pháp, ở đất nước của bà. Văn hóa truyền thông nói chung và văn hóa truyền thông trên mạng xã hội đã đặt ra những vấn đề như thế nào, và theo bà, với những vấn đề đặt ra như vậy thì giải pháp, theo bà những giải pháp là gì? Xin cảm ơn. Oui, pendant longtemps, les journalistes pouvaient s'abriter dans notre langue derrière une distinction auquel on s'arc-boutait. On disait il y a d'un côté l'information et de l'autre la communication. Ce n'est pas la même chose. Les communicants sont des gens qui sont là, sont rétribués, sont payés pour accompagner le lancement d'un produit, que ce produit soit un homme politique, une nouvelle crème de beauté, une nouvelle voiture, etc. Et donc il y a une industrie de la communication qui a maintenant plus d'un siècle, qui a été extrêmement prospère. Là-dedans, moi je mets la publicité, les grandes agences de publicité. Et il y a ce qu'on a appelé à une époque assez récente encore, on ne disait plus, même en français où on a tendance à se laisser beaucoup influencer par les mots anglais, donc on parlait de spin. Donc le spin, c'est faire tourner autour d'un bâton en fait une pelote. Et donc les spin doctors, c'était ceux qui étaient les grands Manitou de la communication et qui arrivaient en particulier au moment des élections dans différents pays à jouer un rôle considérable en conseillant les candidats de façon à ce qu'ils utilisent à leur profit de la meilleure manière possible l'autre secteur qui est celui de l'information. Aujourd'hui, vous avez raison, cette distinction qui était confortable pour les journalistes n'existe plus. Parce que, encore une fois, les lignes frontières se sont complètement estompées. Et tout le problème est de savoir, encore une fois, la façon
dont on s'éduque soi-même à utiliser les réseaux sociaux, la manière dont les rédactions elles-mêmes utilisent ces contenus, et surtout comment est-ce que les réseaux sociaux peuvent être utilisés par les médias traditionnels, et disons par des médias de qualité. On peut toujours considérer, et ça existe, qu'il y a de très très mauvais journaux, de très mauvais journalistes, et des programmes de télé qu'on n'est pas obligé de voir. Mais il est vrai que les réseaux sociaux, c'est aussi un nouveau vecteur pour les médias traditionnels. Et encore une fois, sur Twitter, tous les grands médias aujourd'hui sont présents sur Twitter et se livrent la même concurrence, mais dans un espace-temps extraordinairement concentré. Et vous voyez, en fonction de vos abonnements, donc le choix, votre responsabilité, à qui je m'abonne sur Twitter. Mais si vous abonnez à des médias auxquels vous faites confiance, vous verrez, et c'est tout à fait fascinant, que Twitter, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le modèle économique ne marche pas, mais que Twitter est d'abord un outil pour les journalistes. Twitter, même les Facebook, tout ça, et c'est toujours le choix des journalistes vis-à-vis des... Ou le choix de tout individu. Voilà. Et personne ne vous oblige ni à être sur Facebook, ni à être nulle part. Enfin, on peut continuer à préférer un tout autre mode de fonctionnement. Il n'y a pas de contrainte. Merci beaucoup. Xin mời các nhà báo khác ạ. Bonsoir, Beng Nguyen, je ne suis pas journaliste, je ne suis qu'une simple auditrice qui vous suit sur une émission Affaires étrangères. Et ça me fait très plaisir. Et il y a un numéro qui m'a beaucoup marqué pendant la campagne de l'élection présidentielle américaine, où on a abordé la critique des médias face aux deux candidats. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, comme ça a été dit dans l'émission, c'est Hillary Clinton qui était une candidate traditionnelle en quelque sorte, donc du coup elle a été jugée de façon traditionnelle. Tandis que Donald Trump, c'est une bête un peu atypique qui est sortie de nulle part, donc du coup il a pu faire autant de bêtises qu'il voulait. Il n'a pas été jugé parce que les médias étaient un peu, je ne sais pas comment dire, un peu estomaqués, il ne sait pas quoi faire devant lui. Donc ça m'a beaucoup marqué cette sorte d'inertie des médias face à ce phénomène. Et je voudrais avoir votre avis sur... Il y a une très bonne formule qui a été forgée par, je crois, un journaliste britannique qui a dit, au fond, la grande erreur, ça a été, pendant toute la campagne des primaires aux États-Unis, et puis la campagne proprement dite, ça a duré quand même pratiquement 2 ans, hein, en tout cas 1 an et demi, c'est qu'au fond, de façon traditionnelle, nous autres journalistes, on a pris Trump au pied de la lettre. On a écouté ce qu'il a dit mot par mot. Et là, on s'est dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'entendre des inanités pareilles. Alors que il fallait entendre Donald Trump de façon symbolique. C'est-à-dire ne pas s'arrêter à cette espèce de côté totalement baroque d'un discours qui n'avait ni queue ni tête, sauf dans la démagogie la plus répétitive d'ailleurs, parce qu'il ne se préoccupait même pas d'adapter son discours par rapport ni à l'état où il se trouvait, ni au public devant lequel il s'exprimait. Et l'erreur des médias et des experts traditionnels a été de le prendre pour un homme politique faisant un discours. Non. C'était en fait un génie du marketing qui avait vu la part de marché que les autres candidats républicains, il y en avait quand même 16, hein, qu'il a massacré politiquement très vite, enfin assez vite. Et au fond, ce génie du marketing, avec cette forme d'intuition qui est la sienne,
il a fait passer des messages symboliques à cette Amérique blanche, masculine, des gens qui se sentent menacés par le monde, par la perte de leurs emplois, évidemment frappés de façon extrêmement brutale par la crise des subprimes en 2007-2008, etc. Et donc l'erreur du journalisme traditionnel, encore une fois, ça a été d'écouter un discours de Trump comme un discours d'Hillary Clinton. Et cela explique la myopie ou véritablement l'incapacité presque culturelle à dire mais quand même, c'est quand même pas possible d'entendre des discours de ce genre et imaginer qu'ils seraient efficaces. Et non seulement ils ont été efficaces, mais cet homme est à la Maison-Blanche. Et on voit d'ailleurs, c'est très intéressant aussi, que maintenant, comme il n'est toujours pas président des États-Unis, il est toujours Donald Trump, et il utilise toujours Twitter. Et donc la manière dont, il y a 2 jours, ce qui est quand même un affront et un échec sans précédent, la première promesse de la campagne qui a permis à Trump quand même de se réconcilier vaguement avec le Parti républicain qui ne voulait pas de Trump. Le Parti républicain a tout fait, enfin on ne va pas refaire l'histoire de la campagne américaine, même si c'est un cas d'école extraordinaire. Mais enfin, l'échec de la réforme de l'Obamacare au Congrès est, pour toute autre administration, au bout de 2 mois, c'est juste un échec sans précédent. Et la manière dont Donald Trump l'exprime, en téléphonant lui-même aux 2 journaux de presse écrite qu'il ne cesse d'insulter du matin au soir, mais c'est quand même le New York Times et le Washington Post qu'il appelle au téléphone, ici Donald Trump, et il leur dit « Oh, mais vous allez voir, hein, ça va être encore mieux qu'avant ». Parce que c'est toujours cette idée que moi je sais faire des deals, alors ce deal-là, ça n'a pas marché. Mais c'est de la faute de tous ces abrutis de républicains, donc je vais m'entendre avec les démocrates. Et donc là aussi, on est... Alors, les experts, les journalistes politiques, quand vous lisez le New York Times aujourd'hui, ils disent, mais pense-t-il vraiment qu'il va pouvoir s'entendre avec le Parti démocrate pour détruire la réforme de santé, certes imparfaite, certes pas vraiment populaire, mais qui est une réforme du dernier président démocrate. Et bref, et on en revient à votre question, ou en tout cas à cette idée, c'est qu'au fond, on continue d'analyser Donald Trump de manière classique, alors que bien évidemment, c'est un spécimen qu'on n'avait encore absolument jamais vu à l'œuvre, et en tout cas jamais dans ce rôle de président des États-Unis ou de n'importe quel chef d'État ou même de n'importe quel homme politique. Merci beaucoup. Et on va écouter d'autres questions. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. J'ai l'impression que ces discussions sur le rôle des nouvelles technologies et leur impact négatif sur le journalisme servent peut-être de prétexte pour éviter une question qui fâche, de fond, sur le manque de professionnalisme et d'ambition des journaux français. Tous, en général? Non, pas tous. Ah bon? Pas tous. Mais certains qui sont essentiels pour la démocratie. Alors moi-même, j'ai fait ce constat, je suis l'auteur d'un essai paru il y a 15 ans, intitulé « Bévue de presse », sur ce thème du manque de professionnalisme et d'ambition des journaux français. Je me suis intéressé en particulier au rôle ou au non-rôle joué par les journaux régionaux français. Vous avez parlé tout à l'heure des journaux américains, du vide journalistique laissé par la disparition des journaux américains. Et je m'étonne que dans les débats sur les médias, on ne parle jamais du non-rôle joué par les journaux régionaux français. Par exemple, si je pense à l'affaire Fillon, quel a été le rôle ou le non-rôle de Ouest France
comment ça se fait qu'on sort ces histoires uniquement à travers le Canard enchaîné, par exemple. Et je me demande si ces discussions qui sont intéressantes, hein, je reviens pas sur ça, mais elles ne servent pas de prétexte de la même façon que moi-même j'avais fait ce constat en publiant mon livre Début de presse. Je m'étais aperçu que la critique des médias français était dominée par une vision, allez, pour résumer, marxiste, qui consistait à victimiser les journalistes et à dire que quand ils commettent des erreurs, c'est toujours la faute de leur patron ou du fait qu'ils ne sont pas assez bien payés. Et alors, oui, c'est pas du tout ce que j'ai dit ce soir. Non, je sais. Et puis c'est pas une critique par rapport à votre discours, c'est juste un commentaire général. Et alors, je voudrais vous apporter un exemple. J'ai appris dernièrement que certains de vos anciens collaborateurs de l'Express ont créé un journal qui s'appelle Médiacité, des sites internet, et ils se proposent de faire le boulot que ne font pas les grands journaux régionaux. Alors, je crois qu'ils ont lancé un premier numéro à Lille. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Et là, on est dans le cas des nouvelles technologies qui ont un impact positif pour l'information. Oui, enfin, votre remarque est très judicieuse. Elle est très franco-française, mais on peut y répondre. La presse régionale française continue de fonctionner selon un modèle qui est né de ce qu'il faut bien appeler les compromis de l'immédiate après-guerre, avec en fait des monopoles régionaux maintenus en fonction des titres, et donc la France a été divisée entre quelques groupes avec, encore une fois, des histoires assez diverses, mais toujours extrêmement significatives, liées aux attitudes des uns et des autres pendant la Seconde Guerre mondiale. À partir de là, voilà une presse qui, benoîtement, pendant plus d'un demi-siècle, a tranquillement vécu sur ses rentes. Et puis a commencé à perdre pas mal d'argent, à se trouver en difficulté. Donc on a vu le Crédit Mutuel racheter des journaux à l'Est, on a vu le groupe Sud-Ouest essayer de se diversifier, peut-être un peu trop, donc ils ont fait une radio, et puis ils ont été acheter des journaux au Pays Basque, et puis ils ont dû les revendre, et puis ils ont été rachetés par le groupe basque qui a été mieux géré, etc. Ouest France, qui reste le premier quotidien français en termes de diffusion, avec plusieurs éditions régionales, c'est aussi un journal de très bonne qualité, mais qui obéit à une certaine tradition plutôt conservatrice, respectant l'Église, les valeurs familiales, etc., etc. Pourquoi est-ce que ce n'est pas Ouest France dans son édition de la Sarthe plutôt que le Canard enchaîné qui a commencé à sortir les affaires qui ont assombri, c'est le moins qu'on puisse dire, la candidature de François Fillon? D'abord, c'est parce que le Canard enchaîné, historiquement, joue le rôle que tous les autres journaux français n'osent pas jouer. Donc c'est bien commode d'avoir le Canard enchaîné, qui pendant très longtemps a été en plus anonyme, c'est-à-dire que très très peu de journalistes de Canard signaient de leur nom, donc ça c'était peinard. Et puis bon, on sait comment ils récoltent leurs infos, etc., etc. Mais on disait, ah bon, mais le Canard enchaîné, en fait c'est une espèce de canard hygiénique, puisque avec aussi beaucoup de manipulations diverses et variées dans notre histoire politique. Bref, en tout cas, il y a le Canard. Donc, si tel ou tel journaliste d'un quotidien régional apprend quelque chose et il ne va pas s'aventurer à essayer de le faire passer dans son journal, il appelle son copain au Canard enchaîné, et puis voilà. Donc, pardon, c'est très très franco-français. Parce qu'encore une fois, la manière dont la presse quotidienne reste parisienne d'un côté et provinciale de l'autre, c'est pas tout à fait le cas en Grande-Bretagne. En Allemagne, c'est un pays fédéral, donc c'est encore autre chose, etc., etc. Mais sur le constat
de fond, oui, je vous rejoins. Mais je crois que pour ces journaux-là, qui perdent beaucoup de terrain, le choc culturel précipité aussi par la technologie et les nouveaux médias, ils n'y échappent pas. Simplement, ils ont tendance à avoir un lectorat plus âgé, plus conservateur, quel que soit d'ailleurs le vote. Donc des gens qui ne vivent pas tout à fait au rythme électronique comme d'autres. Mais sinon, vous avez raison. Sur Médiacité, vous avez entendu parler? Médiacité, je ne savais pas. Je sais que j'ai des copains de iTélé, enfin ex-iTélé, qui essayent de faire la même chose. C'est très très difficile à tenir économiquement. Parce qu'il y a eu plusieurs tentatives depuis maintenant 15 ans. Mediapart s'en sort avec... Il s'en tire à peu près, je crois qu'il gagne même un peu d'argent, mais Slate, par exemple, qui avait été créé par Colombani, Éric Le Boucher, etc., donc quand même de très bonnes signatures. Ils ont pris une franchise, en quelque sorte, du Slate américain. Économiquement, c'est pas évident. Hein. Rue 89, ça a été racheté par Pierre Driel et le Nouvel Observateur. Donc tout cela, c'est un peu le miroir aux alouettes. On dit oui, on va faire un truc et on va faire tout ce que les autres ne font pas. Oui, ben, bonne chance. C'est pas évident. Et puis je pense que les informations de proximité ont toujours, comment dire, la place d'exister, parce que les gens s'intéressent toujours aux informations qui se passent autour d'eux. C'est aussi le cas, je pense qu'un peu partout, comme au Vietnam par exemple. C'est les télévisions régionales et les radios régionales existent toujours dans les provinces du Vietnam. Je pense que par ce sentiment de proximité, oui, tout à fait. Laquelle les journaux régionaux français ou comme ailleurs existent toujours. C'est juste. Ouais. Bon, xin mời các anh chị nhà báo ạ, tiếp tục có câu hỏi với cả rất nhiều cánh tay phải không ạ? Con xin mời một nhà báo nam ạ. Anh ngồi ở kia. Dạ chào bà, tôi cũng không phải nhà báo, chỉ là một độc giả thôi, nhưng mà cũng khá là quan tâm đến Pháp. Tôi có nghe hình như là cách đây mấy năm ở Pháp có cái vụ tấn công tờ báo Charlie đó, thì không biết là cái văn hóa viết báo sau cái vụ tấn công đó như thế nào, làm thế nào những nhà báo người ta đảm bảo được cái quyền tự do cá nhân, tự do báo chí, giữa cái việc tự do báo cá nhân với cái tự do tín ngưỡng hoặc là tôn giáo chẳng hạn, thì quan điểm của bà như thế nào? Cảm ơn. Oui, en fait, il y a deux questions en une dans votre propos. L'attentat contre Charlie Hebdo a été non seulement un massacre. Moi, j'y ai perdu un vieux copain qui s'appelait Wolinski, qui était un type exquis, qui faisait des dessins très drôles et qui n'avait aucune espèce de méchanceté d'aucune sorte. Mais il faut situer Charlie Hebdo et cette tradition de la caricature dans une culture française qui, comme vous le savez, est une culture laïque, où la religion est une affaire individuelle, mais où, depuis le XVIIIe siècle, l'ironie, la caricature sont libres. Alors avec, évidemment, toutes sortes avec des scandales, avec des chocs, avec des polémiques, à n'en plus finir, mais c'est aussi ce qui fait la richesse d'une culture. Là, nous sommes confrontés depuis l'attentat de Charlie Hebdo. Il y avait, vous vous en souvenez, auparavant ce journal danois, ce caricaturiste danois, qui vit d'ailleurs toujours sous protection policière. Ce journal danois avait publié des caricatures de Mahomet et il y avait eu des attentats au Danemark bien avant Charlie Hebdo.
il faut considérer, enfin moi c'est en tout cas ma conviction personnelle, qu'encore une fois, nous sommes en France un pays de tradition laïque. Nous avons mis des siècles pour en arriver là, y compris des siècles de guerres religieuses. Il y a encore, dans certaines régions de France, et je crois que tout le monde le sait, des villages où on se souvient encore des guerres entre catholiques et protestants. Donc, cette tradition laïque, elle est importante. On peut considérer que certains dessins sont inutilement vulgaires ou agressifs, mais je suis pour ma part convaincu que le principe même, que cette liberté même doit être maintenue. Pour élargir ma réponse, vous le savez peut-être, plusieurs journalistes français, à Paris en tout cas, vivent maintenant sous protection policière. Certains journalistes de télévision, radio, presse écrite, aussi certains chercheurs, certains experts comme Gilles Kepel, qui est l'un des très bons connaisseurs français du Moyen-Orient. Et donc, parce que ce sont des gens qui font l'objet de menaces régulières, et notamment sur les réseaux sociaux, des menaces qu'il faut prendre au sérieux, de la part évidemment de Daesh, mais aussi de prédicateurs islamistes qui sévissent sur les réseaux sociaux, puisque là aussi, les réseaux sociaux sont devenus une arme de plus à la disposition de tous ces gens. Il y a d'ailleurs, je lisais ça aujourd'hui même, cet anglais, il faut toujours insister quand même sur la nationalité d'origine des gens. C'est bien un Britannique qui a islamisé son nom, mais qui a commis le dernier attentat à Londres samedi dernier, c'était samedi. Les enquêteurs britanniques demandent de pouvoir casser le code de WhatsApp parce que cet homme s'est servi de WhatsApp pour communiquer avec probablement des complices. Et il y a eu un autre cas très intéressant aussi, où aux États-Unis, après la tuerie de San Bernardino, où le FBI a demandé à Apple d'avoir accès au code informatique du portable du tueur de San Bernardino. Apple a refusé en se protégeant derrière non seulement le principe de la propriété industrielle, mais aussi le premier amendement, le 8e amendement, etc., etc. Donc on voit bien que dans nos pays, ces technologies rejoignent en quelque sorte les questions de fond que vous posez sur jusqu'où va la liberté, et est-ce que, sous prétexte que ça utilise des algorithmes, ça devrait être sacro-saint et hors d'atteinte. Ce sont là encore des problématiques entièrement nouvelles, et on voit chaque jour pratiquement de nouvelles questions qui se posent. Merci. Xin mời bạn ngồi ngay bên cạnh. Bạn ở đây ngồi ngay bên cạnh. Dạ, cảm ơn bà. Thì hiện nay thì tôi có một câu hỏi là cái tình trạng tin tức giả mạo là rất là lớn, không chỉ trong cái báo chí chính thống mà ngay trên cái mạng xã hội. Vậy thì với cái kinh nghiệm cá nhân của bà thì bà có phương cách hoặc cái nguyên tắc nào để có thể loại trừ rủi ro về cái gọi là tin tức giả mạo hay không? Alors vous parlez d'un État, donc on va nommer l'État. Enfin, il y a eu tout au long de la campagne présidentielle américaine, mais il y avait eu des attaques informatiques de ce genre auparavant, de la part du Kremlin ou des agents experts en
en cybercriminalité, qui sont des gens qui louent en fait leurs services, tantôt à des agences de renseignement, que ce soit le FSB ou d'autres agences, ou même des particuliers qui veulent attaquer telle ou telle entreprise ou pénétrer le système informatique de telle ou telle entreprise. Donc vous avez une cybercriminalité qui entoure aussi l'apparition de ce nouvel univers, et dans ces moyens nouveaux, bien évidemment, certains États et certains dirigeants, certains avec plus d'appétit que d'autres, et en ciblant de façon assez précise et reconnaissable leur proie, oui, on voit bien qu'en Europe occidentale aujourd'hui, il y a véritablement une crainte qui a été exprimée à haute voix en nommant le Kremlin et le président Poutine, Madame Merkel en particulier, mais aussi le président Hollande et le ministre français des Affaires étrangères ont mis en garde les institutions, les gens qui sont chargés en particulier de veiller à la bonne organisation des élections. Il y a une mise en garde maintenant officielle contre ces moyens d'ingérence dans nos systèmes démocratiques par le biais de la technologie, par le biais des algorithmes, par le biais bien sûr des médias traditionnels, Russia Today, qui est une chaîne de télévision dite d'information, a l'ambition par exemple d'émettre bientôt en français. Ils ont déjà une édition en anglais. Tout ça, ce sont des outils, si vous voulez, modernisés, mais qui sont les outils de propagande qui ont été utilisés par toutes sortes de régimes depuis la nuit des temps. Simplement aujourd'hui, encore une fois, avec la puissance et l'instantanéité et la rapidité que permet la technologie, tous ces moyens sont évidemment beaucoup plus menaçants et omniprésents qu'avant. Et je pense qu'encore une fois, c'est une information, une bonne information, c'est une information vérifiée, et de tout le temps, c'est toujours le rôle de journaliste à vérifier, quoi. Maintenant, certes, il y a des fausses informations sur les réseaux sociaux, il y a partout, mais comme vous avez dit tout à l'heure, la valeur ajoutée qu'il faut donner à ces informations sont des informations vérifiées. Donc par tous les moyens, on doit chercher à vérifier les sources d'informations avant de publier. C'est toujours le travail des journalistes de tout le temps. Tout à fait. Xin mời. Em mời anh ạ. Anh ở báo Tiền Phong ạ. Xin chào bà, rất là hạnh được gặp bà. Tôi cũng là một nhà báo. Hôm nay muốn cùng chia sẻ với trao đổi với bà một chút về tình hình báo chí. Với báo chí Việt Nam thì tôi cũng sẽ nói vắn tắt một chút để bà hiểu và chúng ta cùng trao đổi một chút. Ở báo chí Việt Nam thì tình hình chung cũng như báo chí Pháp và các báo chí các nước. Nhưng mà tôi có cảm giác như thế này, tức là có sự so sánh báo chí bây giờ ở Việt Nam ấy. Những cái người mà khoảng 40-45 tuổi trở xuống ấy, hầu như không đọc báo giấy. Và những sạp báo giấy trên đường phố Hà Nội, Sài Gòn biến đi một cách rất nhanh chóng. Tốc độ tôi có cảm giác còn lớn hơn ở một số nước có truyền thống đọc báo giấy ở châu Âu như ở Đức hoặc Pháp. Đức và Pháp tìm trên đường phố thủ đô và nhiều thành phố thì tìm sạp báo giấy còn dễ hơn Hà Nội, Sài Gòn bây giờ. Và tôi cũng là một người trước làm báo điện tử, bây giờ đang làm báo giấy. Thì thực sự mà nói, giới làm báo ở Việt Nam hiện nay với những tờ báo giấy thì đang rất loay hoay, bởi vì là cái tốc độ người đọc báo giấy nó giảm một cách khủng khiếp. Và những cái gì bà chia sẻ thì tôi cũng cảm nhận rằng là cả ở Pháp và Đức và nhiều nước ấy, thì giới làm báo, đặc biệt những tờ báo truyền thống, dường như là đang rất loay hoay tìm cái hướng đi cho mình. Liệu thì bây giờ tôi muốn hỏi bà như thế này, thì bà có thể phác thảo một cái tương lai của báo chí trong vòng 5 đến 10 năm tới nó sẽ như thế nào? Liệu báo giấy nó có biến mất không? Và nếu nó biến mất thì
cái loại hình nổi trội nó thay thế là cái gì? Tôi thì tôi hơi hoang mang một chút, bởi vì nhìn ra thì cũng chưa thấy cái loại hình nào nó thay thế. Với báo điện tử thì thời gian cũng đang quá ngắn, và hiện nay thì cũng ở cái tình trạng cũng rất là hỗn mang. Và dường như thì tôi nghĩ rằng là các cơ quan báo chí cũng thế. Bây giờ cũng bắt đầu loay hoay tìm trong một lòng một tờ báo giấy thì cũng có báo điện tử, thậm chí là cũng có những cái kênh truyền hình điện tử, và ngược lại báo và những kênh truyền hình chính thống trước thì vốn là truyền hình bây giờ cũng loay hoay chuyển sang đưa những cái clip vào trên các trang mạng ở trên Facebook rồi tất cả. Thì tôi có cảm giác là báo chí bây giờ đang rất là nó ở một cái tình trạng giao thời và khá là hỗn mang. Tôi cũng hơi lo ngại và cũng chưa biết định hình là 5-10 năm nữa thì báo chí như thế nào. Với một cái người nhà báo nổi tiếng như bà thì bà có thể chia sẻ và nhận định được cái tình hình báo chí trong vòng 5-10 năm tới nó sẽ diễn biến ra sao? Xin hết. Cảm ơn anh rất nhiều. Écoutez, on se trompe déjà amplement quand on essaie de prédire les résultats d'une élection présidentielle. Alors prédire l'évolution du journalisme dans 5 ou 10 ans, franchement, je ne m'y hasarderai pas. Mais ce que vous expliquez fort bien dans votre propos, c'est qu'en fait, chaque média essaye de devenir un média global, c'est-à-dire qu'on voit un journal de presse écrite qui va sur Internet, qui se rend compte que sur Internet, les gens préfèrent la vidéo, donc ils ont maintenant des équipes de vidéo et ils mettent de l'image sur leur site, ils mettent du son, les radios maintenant sont filmées, à Radio France par exemple, à France Inter, ça a été un peu difficile à négocier avec les syndicats, mais les journaux du matin, France Info, France Inter, RTL, Europe, sont filmés, il y a des caméras fixes, automatisées, tout est filmé. Donc la radio est devenue en même temps un média filmé de la même manière que tel ou tel grand journal, que ce soit Le Monde. Le Monde, quand vous allez sur lemonde.fr, vous propose non pas seulement des articles de quelques-uns de leurs spécialistes ou éditorialistes, mais filme une conversation entre cet éditorialiste, par exemple mon ami Alain Frachon, et un journaliste du Monde. Et alors on vous propose sur le site, Alain Frachon vous parle des négociations sur la Syrie. Donc, vous n'attendez pas de lire le papier que peut-être Frachon ne fera pas sur la Syrie, parce qu'il en fera un autre ou il n'en fera pas ce jour-là, mais le journal diffusera sur son site de la vidéo, c'est-à-dire une mini-télévision, pour vous proposer, pour ajouter encore au choix, sous la même marque, Le Monde. Et donc, de plus en plus, les médias qui survivent et qui s'approprient en quelque sorte ces nouvelles technologies, en modifiant considérablement aussi la manière dont les journalistes travaillent. Et c'est cruel pour les journalistes plus âgés qui sont en général moins souples et qui disent « mais à quoi ça sert, je ne vais pas en plus me faire filmer ». Non, mais enfin, il y a beaucoup de querelles au sein des rédactions. De toute façon, dans les rédactions, il y a toujours beaucoup de querelles, ça fait partie bien évidemment de notre culture. Mais on voit bien, encore une fois, que les médias deviennent, les médias qui survivent, les médias qui surnagent, deviennent globaux. Vous avez raison, c'est une question de génération, c'est-à-dire que les jeunes n'iront plus au kiosque et j'ai le regret de vous dire qu'à Paris, il n'y a pratiquement plus non plus de kiosques à journaux, et surtout pas le dimanche, où pourtant on se dit que c'est le jour où les gens auraient le temps de lire. Non, il n'y a plus de kiosques à journaux, c'est encore un phénomène d'appauvrissement de la presse en général, mais les jeunes lisent autant, mais ils lisent
sur Internet. Moi, je vois mon fils, ça ne lui traverse pas l'esprit d'aller chercher à acheter un journal papier. En revanche, il est abonné à 45 000 trucs, y compris Le Monde, enfin les journaux classiques, mais qu'il consulte uniquement sur Internet. Ce sont des modes de consommation nouveaux et qui correspondent à des modes de vie qui changent. Ban tổ chức nói rằng là bây giờ chỉ còn có một câu hỏi thôi thì chúng ta sẽ dành cho em bé gọi là ta nhỏ tuổi nhất trong phòng. Mặc dù là các chị nhà báo còn rất nhiều câu hỏi đặt cho diễn giả nhưng mà vì là thời gian cũng khá là muộn rồi. Vous avez beaucoup parlé de l'influence des réseaux sociaux, mais est-ce que vous êtes fait influencer, vous aussi vous êtes dessus et vous... Et toi, tu as quel âge? J'ai 10 ans. Ah ben dis donc, c'est drôlement précoce. Et tu as déjà un micro? Et tu veux être journaliste? Peut-être que je serai. Alors, est-ce que je suis influente? Moi, je ne suis pas sur Facebook. J'ai jamais compris comment ça marchait. Et j'ai pas envie d'y être du tout. Mais je me sers de Twitter. Je me sers de Twitter comme d'un outil de travail. Mais je vois, par exemple, l'émission de France Culture à laquelle Madame a eu la bonté de faire allusion, qui s'appelle Affaires étrangères, tous les samedis matins, de 11h à midi, heure française. Elle est très consultée sur podcast. Parce que ça aussi, c'est un bouleversement complet. C'est-à-dire qu'on peut écouter une émission de radio ou regarder une émission de télé à l'heure que l'on choisit. Auparavant, c'était juste impossible. C'était les chaînes de télé qui décidaient que telle ou telle émission devait forcément passer à telle heure. On voit que c'est absurde par rapport à la manière dont les gens vivent. Et en particulier, pour ta génération, sur les tablettes ou les téléphones dernière génération, on peut aller regarder ou écouter ce que l'on veut à l'heure, enfin au moment que l'on souhaite. Et ça aussi, c'est une révolution. Bonne chance alors. Merci. Merci beaucoup. Cảm ơn bạn. Chúng tôi biết là có rất nhiều nhà báo ở dưới và ngồi đến giờ này chứng tỏ là rất là quan tâm tới diễn giả cũng như là cái nội dung trao đổi của chúng ta ngày hôm nay. Và cũng xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều bởi vì là dù thời gian rất là muộn và dù giờ hội thảo của chúng ta đã bị trễ lại 2 tiếng nhưng các chị đã đến rất là đầy đủ và tôi biết là còn rất nhiều người muốn đặt các câu hỏi nhưng bởi vì là ban tổ chức của chúng ta đã nói là thời gian cũng rất là muộn rồi thì tôi nghĩ là sẽ còn Đại sứ quán Pháp cũng như là Espace sẽ còn tổ chức những cái buổi trao đổi như này. Và hẹn gặp lại các bạn trong cái buổi lần sau. Chúng ta đều biết rằng là trong cái bối cảnh bây giờ thì chỉ trong vòng 5 năm, con số chỉ trong vòng 5 năm thôi thì các nhà báo của chúng ta không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới đã đối mặt phải những thách thức rất là lớn chưa bao giờ từng thấy trong một cái kỷ nguyên của công nghệ số. Và như diễn giả đã có một câu nói rất là hay là cái sự tồn tại của chúng ta chính là tin tức chất lượng và chính là những giá trị gia tăng mà các nhà báo mang lại cho tin tức. Và độc giả chỉ tìm đến chúng ta các cái tờ báo mà được gọi là có chất lượng, các tờ báo lớn, các cái tòa soạn lớn chỉ là bởi vì có tin tức có chất lượng thôi. Và chúng ta thì luôn luôn vẫn có những sự lựa chọn và có những cách để có được tin tức chất lượng để thu hút được độc giả, cũng như là độc giả vẫn có toàn quyền lựa chọn trong cái thế giới thông tin rất là hỗn loạn như vậy mà tìm đến được những cái tờ báo chính thống và những nguồn tin chính thống có chất lượng. Xin cảm ơn bà Kristan Okren rất là nhiều vì ngày hôm nay là bà rất là mệt khi bà đến máy bay một cái đã đến ngay hội thảo của chúng ta ngày hôm nay. Xin một lần nữa nhân nhiệt liệt cảm ơn bà và chúc bà có những ngày lưu lại tại Việt Nam tốt đẹp.